Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. Salut à tous, avec nous aujourd'hui dans French Boss, un homme qu'on va aller retrouver à New York. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Il s'appelle Thomas Serrano et il vit aux États-Unis depuis 2008. Bonsoir Thomas. Bonsoir Eric, comment allez-vous? Très bien, et vous? Et on est ravis que vous soyez avec nous parce que j'ai lu attentivement quelques trucs concernant votre histoire d'entrepreneur et votre histoire professionnelle au sens plus large d'ailleurs. Et c'est une belle histoire qu'on va avoir beaucoup de plaisir à vous entendre raconter. Auparavant, vous savez qu'on a une petite manie dans cette émission, c'est de montrer la ville qui est la plus associée à la vie professionnelle et à la réussite professionnelle de nos invités. Cette ville, elle est derrière moi, vous la voyez, c'est New York. Ma première question, ce sera donc sur New York. Thomas, en quoi la ville de New York est-elle déterminante dans ce qu'est pour l'instant la vie professionnelle de Thomas Serrano? Je pense que c'est vraiment New York qui m'a donné l'opportunité d'exprimer ma volonté d'entrepreneur et de faire le grand pas depuis la France et encore plus récemment, on va en reparler. Et c'est vrai que c'est une ville qui est emblématique pour son côté justement entrepreneur, où tout est possible et où les plus grands entrepreneurs, que ce soit américains mais aussi du monde entier, sont venus pour tester leurs produits, tester leurs services. Et donc c'était avec voilà, beaucoup d'excitation que je suis arrivé ici en 2008 et que voilà, j'en suis parti. Qu'est-ce qui rend tout possible à New York plus qu'ailleurs et qui fait que de nombreux jeunes entrepreneurs étrangers se rendent là-bas? Je pense que la taille du marché est très importante, parce que les États-Unis, c'est 300 millions de consommateurs et d'un niveau de vie assez élevé. Je pense que c'est aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté très multiculturel. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, que vous embauchez des équipes, vous avez des gens du monde entier et que c'est très enrichissant et que ça permet d'avoir un petit peu les meilleurs, puisque les meilleurs dans chaque domaine d'activité, un jour ou l'autre, ont envie de partir à l'étranger, de tester leurs connaissances ou leurs capacités. Et c'est vrai que c'est très intéressant, très enrichissant et je pense que ça permet justement de développer les choses plus vite et peut-être de manière aussi voilà, plus intelligente avec les meilleurs dans chaque domaine. Et moi, qui ai beaucoup voyagé et qui aime voyager, c'est vrai que ça me plaisait d'avoir dans mon équipe une Indienne, une Chinoise, une Anglaise, une Coréenne, un Argentin, et donc de pouvoir comme ça travailler ensemble, c'était super motivant. Bon, on va reparler tout à l'heure évidemment de la vie qui est la vôtre aujourd'hui. À la tête de cette société que vous avez créée il y a un an, et la date n'est pas anodine, une société de marketing événementiel. Il y a un an, on était en pleine pandémie. Il fallait être courageux pour créer sa boîte. On va en reparler. Auparavant, on reparle des États-Unis parce que les États-Unis, elles vous ont, si je puis dire, alpagué alors que vous étiez très jeune parce que vous avez fait des études. Le début de vos études après le bac a été fait aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai eu la chance après un bac avec une année d'avance d'être motivé par mon père en disant si tu as ton bac avec ton année d'avance, tu auras cette année pour aller aux États-Unis et parfaire ton anglais et voilà, étudier. Et donc, c'est ce qui m'a motivé. Et donc, j'ai eu mon bac, je suis parti aux États-Unis et c'est vrai que ça m'a tout de suite donné envie de revenir un jour. Et c'est vrai que les États-Unis, je me suis senti bien et j'ai senti vraiment la capacité d'ouverture et l'optimisme des Américains. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et donc voilà, en tant que jeune étudiant, ça m'avait plu. Et voilà, j'ai eu l'opportunité des années après de revenir et c'était avec grand plaisir. Donc les études aux États-Unis, Jefferson High School, et après vous revenez en France pour faire d'autres études complémentaires dans une école de commerce qui s'appelle l'EDEC. Est-ce que, quand vous revenez en France, faire l'EDEC, la décision de partir passer votre vie
professionnelle aux États-Unis, elle est déjà un petit peu instillée dans votre tête, Thomas? Alors, pas vraiment, parce que dès que j'ai fini l'EDEC, ou avant même de finir l'EDEC, je suis parti, j'ai créé un premier événement pour la Fédération française de jet ski en 97. C'était la première manche du championnat de France de jet ski à Nice, que j'ai fait l'EDEC à Nice. Et tout de suite, ça m'a donné envie de rester sur le territoire, de monter à Paris, de faire un stage à Paris. Et donc, au départ, non. Au départ, j'avais vraiment cette envie de réussir dans mon pays d'origine. Et j'ai fait beaucoup d'événements à Paris, sur toute la France. Mais au bout d'un moment, les Champs-Élysées, j'ai fait beaucoup d'événements sur les Champs-Élysées. J'ai fait beaucoup de spectacles à la Défense. J'ai fait 3 spectacles au Stade de France. Et donc, j'avais l'impression d'avoir un peu trouvé les limites de mon pays d'origine. Et donc, dès que j'ai voulu me donner un nouveau challenge, c'est vraiment les États-Unis et New York qui m'ont interpellé. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que tu fasses le deuxième chapitre de ta carrière professionnelle et que tu puisses encore voilà, te développer, te challenger et continuer à progresser. Et je connaissais déjà la culture, je connaissais déjà la langue, donc c'était plus facile pour moi de venir ici. Parce que j'avais des opportunités aussi en Chine à l'époque, mais je trouvais que, voilà, que j'avais une connaissance déjà du pays qui allait me servir pour développer mon business. Donc, début de votre carrière professionnelle en France, on va glisser rapidement là-dessus parce que c'est un petit peu hors sujet en ce qui nous concerne. Et puis, vous arrivez aux États-Unis et là, il y a une boîte dans laquelle vous allez travailler pendant des années aux États-Unis, qui est une boîte française, c'est Havas. Racontez-moi. Oui, exactement. Alors, techniquement, ça s'appelait à l'époque Euro-RSCG, mais ça s'est très vite appelé Havas, donc qui appartient à la famille Bolloré. Et à l'époque, en 2008, j'ai été engagé par Yannick Bolloré, par David Jones, et ensuite Yannick Bolloré. Et donc, c'est David Jones qui m'a engagé en 2008, et c'est là que j'ai démarré from scratch, puisqu'il n'y avait pas de service événementiel, il n'y avait pas d'agence. Et avec David, après une première conversation, il m'a dit, bah, écoute, la force de ton CV pour les États-Unis, c'est vraiment les marques de luxe. C'est quelque chose qui est vraiment unique et je pense qu'il faut qu'on développe cette expertise. Et donc, on a créé une agence qui s'est appelée Havas Luxe et qui était là pour aider les marques de luxe aux États-Unis. Et puis finalement, on l'a fait dans le monde entier, depuis New York, à mettre en scène et à produire des événements, alors principalement pour de la haute horlogerie et haute joaillerie, vraiment ce qu'on appelle en anglais le hard luxury. Et donc, c'est ça qu'on a démarré. Ça a été mon aventure à partir de 2008. C'était sans compter la crise. Parce que je suis arrivé en février 2008. J'ai monté l'agence. On a déposé les statuts en avril 2008. Et ensuite, on a travaillé quelques mois. Et à l'époque, on travaillait pour Cartier et Aston Martin. Et les deux nous ont appelés en septembre en disant on fait moins 50% de chiffre d'affaires dans nos boutiques. La crise financière est en train de nous impacter énormément. Est-ce que on peut décaler, annuler, on ne peut pas continuer ces événements qu'on avait planifiés avec eux. Et on a eu une bonne année de disette. On a eu 12 mois à peu près, c'est-à-dire toute l'année 2009 qui a été complètement catastrophique avec tous nos clients nous disant c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est pas que c'est complètement le business est complètement arrêté, mais on trouve indécent pour le moment de faire des événements. À l'époque, je me rappelle à Madison, les gens qui rentraient dans la boutique Hermès pour acheter des produits et qui demandaient à avoir un sac sans logo en sortant, ou des clients qui devaient se faire livrer une Bentley ou une Rolls-Royce chez eux et qui demandaient au dealer de décaler de 6 mois la livraison de la nouvelle voiture parce que des millions de personnes perdaient leur boulot et qu'il était indécent de consommer du luxe, en tout cas de le montrer. Et donc, on a été vraiment impactés. Et on fera le lien tout à l'heure, mais c'est vrai que les 2 fois où j'ai lancé un business aux États-Unis, c'était quelques mois avant la crise. Et donc maintenant, mes amis me disent, la prochaine fois que tu lances un business, dis-nous. Ça veut dire qu'une 3e crise arrive. C'est vrai que vous en avez traversé des crises. On va en parler un petit mot justement sur l'appétence qu'ont les Américains pour les produits de luxe.
On sait que les Chinois sont très friands de produits de grandes marques, très huppés, très cotés. Les Américains, il y a vraiment, vous aviez identifié à l'époque avec l'homme qui vous a engagé chez Havas, vous aviez identifié une possibilité de croissance énorme avec ce secteur. Oui. Alors à l'époque, EuroRSCG avait gagné 2 grands comptes dans le luxe, qui étaient Jaguar et Chivas, et qui avaient de gros potentiels de développement aux États-Unis, toujours de par la taille du marché, hein. Et alors vous avez plusieurs consommations de luxe, mais vous avez évidemment les très très riches. Et aux États-Unis, il y en a plus que dans n'importe quel pays au monde. Et puis après, vous avez aussi ce qu'on appelle la middle class, qui consomme moins souvent, mais qui consomme de temps en temps du luxe. Donc en volume, c'est très important. Et puis il y a ce fameux, vous savez, savoir-faire européen avec ces marques qui ont 150 ou 200 ou 250 ans. Et donc ça, c'est un héritage qui est toujours pour les Américains quelque chose de spécial, puisque finalement, c'est à peu près l'âge de leur pays, alors que là, on parle de marques. Et donc, il y a cette fascination pour ces marques de luxe qui viennent la plupart d'Europe et qui ont continué depuis 2008 à se développer aux États-Unis. Alors, un petit peu différemment, on pourra en parler, parce que le développement après 2008 a été vraiment différent. Les marques de luxe ont décidé de plus contrôler leur distribution, de plus contrôler leur prix. Parce qu'en 2008, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous allez chez Bloomingdale's ou vous allez chez un Neiman Marcus et vous pouviez acheter une montre à 50 ou 70%, vous pouviez acheter des souliers Chanel à 70%, moins. C'était catastrophique pour l'image de ces marques-là, puisque en fait, ils essayaient de déstocker tout ce qui était disponible. Et suite à ça, notamment dans la haute horlogerie, de nombreuses marques suisses ont décidé de contrôler leur réseau de distribution et ont commencé à monter des boutiques et avoir beaucoup moins de distribution aux États-Unis, beaucoup plus sélective en tout cas. Dans la deuxième partie de cette émission, tout à l'heure, après la pause, on va parler de ce qu'est votre vie professionnelle aujourd'hui à la tête de Exclamation Events, que vous avez donc créé en 2020. Auparavant, un petit mot, donc 13 ans chez Havas. Effectivement, le patron de Havas, c'est Yannick Bolloré, mais le patron mental, moral, si je puis dire, de Havas, c'est Vincent Bolloré. Est-ce que travailler chez Bolloré, j'ai mon idée sur la question, est-ce que travailler chez Bolloré, ça inculque des choses différentes de ce qu'on peut apprendre ailleurs? Alors, il y a un côté très sympathique que moi j'ai entretenu avec Yannick. C'est le côté très familial, très direct. Puis en plus, Yannick est jeune. Donc, vous n'avez pas l'impression, vous savez, que c'est un patron qu'il faut vous voyez, avec lequel il faut prendre des pincettes. Il instaure tout de suite ce climat de confiance. Et donc, avec, en tout cas, mon expérience que moi j'ai pu avoir du groupe, elle était très agréable et très entrepreneur aussi. Yannick laisse beaucoup de liberté à tous les patrons d'agences à travers le monde. Et il est plus là en leader pour aider, mais il sait que c'est pas lui qui fait le business au quotidien, c'est nous, avec nos clients et avec nos idées. Donc il y avait, je trouvais une grande liberté. C'est ça qui m'a plu. C'est pour ça que je suis resté aussi longtemps. C'est parce qu'on pouvait vraiment développer ses idées, développer ses clients, développer son offre. Et Havas était toujours friand de trouver des entrepreneurs à l'intérieur du groupe. Et c'est la qualité, je crois, évidemment de Vincent Bolloré. Et je pense qu'il a compris ça. Et Yannick aussi. Donc, je pense que c'est ce qui m'a le plus plu chez Havas, c'est vraiment cette liberté totale d'entreprendre. Ce qui n'est pas le cas des grands groupes, notamment français, où on aime bien contrôler les choses. Alors que chez Havas, ça a été vraiment l'inverse. Et chez Havas, vous avez vraiment appris des choses que vous avez mis en pratique quand vous avez créé votre boîte de manière importante. Oui, parce qu'en fait, la vraie différence avec les groupes dans lesquels j'ai travaillé avant en France, c'est qu'Havas est une entreprise de communication marketing vraiment générale, hein, comme on dit, à 360 degrés. Donc, avec vous avez Havas Media, donc toute la partie media buy, vous avez la partie créative, mais vous avez aussi la partie relations presse, relations publiques, social media, CRM et autres. Et donc, ça m'a permis d'apprendre la mise en scène d'une campagne de marketing avec au centre, en ce qui me concerne, l'événementiel, mais pas seulement. Alors qu'avant, j'ai été dans des agences qui étaient uniquement événementielles, alors que là, chez Havas, on pouvait
s'appuyait sur deux choses. Un, une expertise 360 dans chacune des agences aux États-Unis. Donc, on pouvait tout de suite aller parler à des experts, par exemple, médias ou relations presse, si on en avait besoin, ou influenceurs, puisque c'est un peu la nouvelle mode. Et en même temps, la beauté d'Avas, c'était aussi l'international. C'était 400 agences dans le monde et que quand on a un client dans le luxe ici et qu'on avait besoin d'aller en Chine, en Corée, au Japon, comme ça a été mon cas, par exemple, pour Swarovski, on avait l'opportunité tout de suite d'avoir des interlocuteurs de bon niveau. Ce qui était plus difficile avec des agences indépendantes à Paris qui n'avaient pas ce réseau international. Bon, Thomas, vous restez tout près de nous. Là, on va se séparer quelques secondes parce que ça fait un peu plus d'une quinzaine de minutes qu'on discute ensemble. Donc, on est à peu près à mi-chemin de cette émission. Et on va se quitter quelques secondes pour aller échanger quelques mots avec cette société qui est notre nouveau sponsor et qu'on va retrouver dans chaque numéro de French Boss. Cette société est Tister. On va la retrouver par le biais d'entretiens courts comme aujourd'hui. Alors, je vous propose de donner un coup de projecteur donc sur cette société française, Tister, qui est en train de s'implanter aux États-Unis. On écoute ce court entretien et on se retrouve après dans French Boss. Christophe Pilcher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur marketing de Tister et nous allons faire avec vous un bout de chemin pendant un petit moment, pendant plusieurs mois, parce qu'on va donner un coup de projecteur appuyé sur Tister. Alors, je suis consommateur et vous me proposez donc, via votre plateforme vidéo, vous me proposez de donner mon avis sur un produit, tel ou tel produit que j'ai testé. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Peut-être qu'il faut l'affiner un petit peu. Non, c'est exactement ça. Donc, on est une plateforme de vidéo consommateurs. On permet aux marques et aux sites e-commerce de donner la parole à leur communauté en vidéo. Donc, pour ça, on les engage dans la création de vidéos. Puis ces vidéos, nous, on les optimise et on les monte automatiquement et on les diffuse sur leurs fiches produits, leurs réseaux sociaux et tout autre canal de communication pertinent pour elles, avec un objectif qui est de mieux guider les consommateurs dans leurs achats grâce à des contenus créés par leurs pairs et un objectif business qui est de développer le taux de conversion et les ventes pour les marques et les distributeurs. Merci Christophe pour la clarté de ces explications. On va vous retrouver maintenant à chaque fois dans French Boss. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Merci, à bientôt. Retour avec vous, Thomas Serrano. Allez, on rentre dans le dur là maintenant. 2020, vous créez votre société de marketing événementiel. Tiens, une question d'abord. Peut-être que je vais blesser votre sensibilité, votre orgueil. Vous aimez qu'on dise de vous que vous êtes une sorte de gourou du marketing événementiel? Et si vous ne savez pas pourquoi je vous pose la question, je vous le dirai après. Non, moi, j'aime pas trop ce mot gourou. Je sais pas d'où ça vient. En plus, j'essaye d'être toujours très, très humble. Donc, non, pas vraiment. Mais l'idée, c'était vraiment de créer mon agence et de pouvoir développer mes propres idées sur un secteur que je connais bien et qui est mon expertise en fait unique. Moi, je sais faire que ça. Hein. Je sais faire que des événements. Depuis que j'ai 22 ans, je fais que ça. Et c'est ma passion, en plus d'être mon boulot. Donc, quand on arrive à réunir les deux et qu'on peut en plus être son propre patron, je pense que c'est pour moi la meilleure des qualités de vie professionnelle possibles. Pourtant, ce qualificatif de gourou du marketing événementiel, c'est certainement pas un ennemi à vous qu'il a écrit, qu'il a dit, parce que je l'ai lu. Je ne connais plus le nom de cet homme d'ailleurs, mais peu importe, c'était plutôt dans sa bouche apparemment une qualité qu'un défaut. Voilà, c'était une parenthèse. Sachez que certains vous considèrent au sens positif comme un gourou du marketing événementiel. Vous créez donc Exclamation Events en 2020. Était-ce un bon moment, Thomas? Oui et non. Non, parce que quand j'ai créé en janvier 2020, ça allait encore. Exactement. Et c'est à partir du 5 ou 6 mars que j'ai commencé à recevoir des appels des clients aux États-Unis en me disant non, on veut décaler, on veut annuler, on ne peut pas continuer dans ces conditions. Et ça a été catastrophique. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on a perdu 90% de notre chiffre d'affaires.
Donc, en janvier 2020, l'agence se portait très bien. On venait de démarrer et en mars, fin mars 2020, on était complètement abasourdi. Et donc, on a dû, un, être patient, deux, se réinventer pour survivre économiquement et de se dire si on peut plus faire d'événements physiques en présentiel, comme on dit maintenant, mais c'était même pas qu'aux États-Unis, parce qu'en fait, la vraie différence avec la crise de 2008, c'est qu'en 2008, quand on a eu la crise, je me suis dit, la crise, elle est principalement, elle a été mondiale, mais elle a impacté très fortement les États-Unis. On est parti vers l'Asie. Et on a commencé à travailler en Asie beaucoup plus avec des marques de luxe qu'on emmenait en Asie. Alors que là, la crise, la pandémie 2020, c'était mondial. Et donc, il y a eu plusieurs possibilités. La première, c'est évidemment de commencer à faire des événements virtuels, ce que tout le monde a fait. Donc ça, c'était un peu la réponse pour accompagner nos clients et les aider au quotidien dans ce nouveau environnement. Et puis ensuite, j'ai été beaucoup appelé pour faire du mécénat ou du sponsorship via le réseau que j'ai développé ici, notamment avec les patrons des marques de luxe. On m'a dit, écoute, pour l'instant, il n'y a pas d'événement, mais on voudrait monter, des institutions culturelles ou des institutions sportives m'ont appelé en disant, est-ce que tu peux nous aider à développer notre offre avec des sponsors ou avec des mécènes? Donc, ça nous a permis de retrouver un petit peu de travail, de régénérer un peu d'intérêt et de chiffre d'affaires. Et puis après, je me suis quand même posé aussi personnellement en me disant, qu'est-ce que tu as envie de vraiment faire? Qu'est-ce que cette agence doit apporter à toi personnellement et puis peut-être au marché en général? Et on est en train de travailler sur plusieurs événements dont nous sommes les propriétaires et que donc on produit avec nos équipes et où on va aller chercher des partenaires, des clients, des sponsors, des mécènes. Et donc ça, c'est la crise. Pour répondre à votre question, oui et non. Non, parce que économiquement, ça a été catastrophique. Oui, parce que ça m'a permis de me poser, de me dire, OK, tu es en train de dupliquer ce que tu fais depuis 20 ans et ce que tu sais faire, c'est-à-dire produire des événements de grande qualité pour tes clients, notamment dans le luxe. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà. Et comme je suis, on va dire, à plus de la moitié déjà de mon parcours professionnel, qu'est-ce que tu as envie de faire dans cette deuxième moitié? Je me suis dit, j'ai peut-être envie de produire mes propres événements, en fait. Pas de toujours attendre les briefs des clients et de travailler pour eux, mais peut-être avoir des idées et retourner vers mes clients avec mes idées pour les embarquer dans mes aventures sportives ou culturelles. Et donc, c'est ce qu'on est en train de développer. Ça prend un petit peu de temps, mais je suis vraiment content que cette crise m'ait permis de me remettre en question et de développer d'autres initiatives. Qu'est-ce que vous avez senti comme réaction autour de vous au moment de la pandémie aux États-Unis? C'est vrai que certains pays qui tous ont été touchés globalement dans le monde ont réagi de manière complètement différente devant tout ça. Est-ce qu'il y a eu un sursaut de combat aux États-Unis? Comment vous avez senti les choses, vous, Thomas? Alors au départ, j'ai senti un peu de peur. Je pense que les gens avaient peur. Et j'ai senti ensuite que les gens étaient tout de suite combatif et positif, en se disant on va trouver des solutions ensemble, on va se relever, c'est juste un dur moment à passer, soyons raisonnables, restons chez nous, n'allons pas au bureau, mais organisons-nous et mettons en place un nouveau système de fonctionnement, à la fois pour les événements, mais aussi pour le travail au quotidien. Et il y a une résilience aux États-Unis qui est très forte. Et il y a ce côté très positif. Et donc, on a pu voir tout de suite comment les Américains ont réussi à se réorganiser rapidement. Et le vaccin en est la plus belle preuve, je pense. Pfizer a été la première marque à pouvoir mettre sur le marché un vaccin. Et ce vaccin a été très vite développé. Plus de 50% de la population aux États-Unis est vaccinée aujourd'hui. Et les Américains, ils sont très volontaristes et donc sont pas trop posé la question pour pouvoir se plaindre et se disant trouvons des solutions, le business doit continuer, ça va pas s'arrêter là. Et donc ça nous a… Le seul frein, je dirais, aux États-Unis, c'est la partie juridique. Et c'est là où pour nous ça a été compliqué
c'est que les grandes marques aux États-Unis, quand on leur a dit, écoutez, on peut refaire des événements présentiels, regardez, le vaccin est là, je parle de 2021. Malgré ça, vous avez beaucoup de groupes qui sont très hésitants en se disant, mais quel est le risque juridique si jamais on invite 300 personnes de tous les États-Unis sur un événement à New York et que 3 d'entre elles ont la Covid, qu'est-ce qu'on fait si une d'entre elles est très malade et malheureusement décédée? Quels sont les risques juridiques? Et donc, la partie, ce qu'ils appellent en anglais liability, qui est le risque juridique, est un peu un frein aux États-Unis, j'allais dire, où certains groupes sont très frileux de revenir sur du présentiel à cause de ce risque. Et j'allais dire que c'est un petit peu le point noir aujourd'hui pour nous, c'est qu'on a pas mal de marques qui aimeraient, mais qui hésitent encore. Mais pour répondre à votre question sur la globalité, ravi d'être ici et de s'en être sorti, j'allais dire, plus vite que les autres. Avec une réponse brève, Thomas, est-ce que vous pensez que cette peur du présentiel, elle va survivre à la crise et elle restera définitive? Est-ce que ça a créé une telle psychose que le présentiel apparaît comme quelque chose de dangereux aujourd'hui? Je ne pense pas. Je veux dire, pour la majorité du public et des clients, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura 60-70% de la population qui sera vaccinée. Je pense que les gens auront plaisir à se retrouver et je pense que non. Je pense que c'est une peur passagère. Il y a beaucoup d'irrationnel, mais je pense qu'on va s'en sortir. Bon, Thomas, je voudrais qu'on essaye de mettre un petit peu des chiffres là-dessus, hein, parce que quand on parle à un entrepreneur, on aime bien entendre parler de certains chiffres. Vous m'avez dit que vous aviez perdu entre janvier 2020 et mars 2020, vous aviez perdu 90% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres en matière, si ça vous ennuie de citer des chiffres précis, mais en tout cas en matière de progression, de ratio, peut-être de personnel, enfin de vie quotidienne des affaires pour vous? Quels sont les chiffres que vous pourriez nous citer et qui nous donneraient une image un petit peu réelle, un petit peu concrète de ce qu'est votre société, Thomas? Vous savez, dans l'événementiel, en fait, vous dépensez le budget d'un client et vous gardez une marge. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme dans la pub, quoi. C'est comme dans la pub. On raisonne en marge brute. Voilà, exactement. Et on fait un peu plus d'argent que la pub en marge brute, mais si on nous confie $1 million, grosso modo, on va en garder à peu près 20%. Donc, il y a 800 000 $ qui vont être dépensés sur l'événement et il y a à peu près 200 000 qui est gardé par l'agence sur un travail, on va dire, d'à peu près 6 mois de préparation entre le début, ce qu'on appelle la pré-production et la réalisation de l'événement. Et on veut en faire entre une quinzaine et une vingtaine par an pour vous donner une idée un peu de la taille de l'agence dans son démarrage. Donc voilà, donc c'est une petite équipe d'une douzaine de personnes en fixe. Et dans l'événementiel, on travaille beaucoup avec des freelances. Parce qu'il y a beaucoup de domaines d'activité, des lieux, des domaines de compétences. Donc, sur la partie création et production, on travaille avec beaucoup de freelance. Et c'est un secteur qui est toujours en développement. Alors, peut-être pour répondre à votre question aussi de tout à l'heure et par rapport au business, c'est qu'on se dit qu'en 2022, on aura peut-être des solutions événementielles hybrides. C'est-à-dire qu'il y aura une partie de l'événement qui sera en présentiel, mais on invitera aussi les gens qui n'ont pas pu ou voulu venir à pouvoir assister à tout ou partie de l'événement via un site internet, via une plateforme et de pouvoir assister virtuellement à l'événement. Donc, c'est quelque chose qui est mis en place depuis maintenant plusieurs mois et qui risque de se développer parce qu'en termes de retour sur investissement, pour un client, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que imaginez, vous faites un événement pour 300 personnes, maintenant, vous pouvez en avoir peut-être 3000 de plus qui vont pas voyager, mais qui vont pouvoir assister au discours du président, qui vont pouvoir assister à des débats, tout en restant chez eux, et ça va complémenter votre campagne de marketing, de communication, quels que soient les objectifs. Donc, la solution hybride est peut-être une solution qui donnera aux plus frileux l'opportunité quand même d'assister aux événements de manière virtuelle, et on va dire aux plus courageux de venir le faire de manière en présentiel. Mais moi, je me pose une question qui est peut-être idiote, hein, c'est vous qui allez me le dire, mais faire de l'événementiel en distanciel,
coûte moins cher que d'en faire en présentiel. Alors, est-ce que c'est pas une occasion de gonfler les marges pour le Thomas Serrano qui est en face de moi? Alors, pour nous, c'est l'inverse, hein, parce qu'en fait, ça prend. J'ai dit une bêtise. Non, mais parce que la logique, c'est que les clients ne savent pas combien ça coûte. On a l'impression qu'on est, vous savez, à l'époque des sites Internet, il y a 15 ans, ça veut dire un événement présentiel, le client, il dit ça coûte rien. Il suffit de mettre une caméra et puis un site Internet, une plateforme, et voilà. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est réaliser une mini-émission de télé avec tout ce que ça peut comporter. Vous, en tant que professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, les clients, on a du mal à leur facturer vraiment la totalité parce qu'ils comprennent pas encore vraiment ce que ça veut dire. Donc, pour nous, c'est pas les événements qui sont à plus forte marge. Les événements à plus forte marge restent les événements en présentiel où on peut, je pense, plus mettre en scène les choses et vraiment avec des outils de production faire rêver. Ce qui est très difficile à faire avec un écran plat de petite taille, alors que quand ils viennent et peuvent embrasser une marque et faire en sorte qu'il y ait une vraie connexion émotionnelle, dans ces cas-là, ça vaut beaucoup plus d'argent et les clients sont prêts à payer. Thomas, ça fait plus d'une demi-heure qu'on discute ensemble, donc je vais vous poser la dernière question. Rappelez-vous ce que vous comptiez réaliser avec votre entreprise au mois de janvier 2020. Vous avez essuyé la crise. Aujourd'hui, tout laisse penser qu'on est en train de sortir de cette crise. Est-ce que vos ambitions restent les mêmes que celles que vous aviez il y a 1 an et demi, quoi, grosso modo? Je pense que nos ambitions sont les mêmes, voire plus hautes. Alors, je pense qu'il y a quand même encore un décalage. On espère que 2022 sera une année normale. En termes de business, 2021 ne l'est pas. Et même peut-être plus parce que nos clients dans le monde du luxe ont beaucoup vendu en 2021. On fait de très belles marges, un chiffre d'affaires en progression dans tous les secteurs du luxe. Et donc, on pense que on va devoir les accompagner dans leur effort marketing pour repartir vers leurs clients et aussi motiver leur force de vente et leur personnel puisqu'on fait des événements à la fois internes et externes. Donc, on est assez ambitieux sur 2022-2023 et très raisonnable sur 2021. Thomas Serrano était avec nous dans French Boss aujourd'hui, l'homme qui subit toutes les crises mais en ressort toujours avec un optimisme encore accru. Merci d'avoir été avec nous, Thomas, aujourd'hui. Merci, Eric. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéo consommateur qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.